Bonjour, et je remercie les organisateurs de ces journées de m'avoir invité à présider cette session. Et j'ai le plaisir d'introduire le premier groupe d'intervenants qui ont tous une longue expérience et des projets déjà accomplis ou en cours dans le domaine du numérique appliqué aux sources historiques, les manuscrits bien sûr, mais aussi d'autres catégories d'objets, et qui connaissent aussi les défis de cette nouvelle aventure qui a commencé déjà depuis quelques ans, mais qui continue et se complique, mais devient de plus en plus intéressante. Il s'agit de Dominique Stutzmann, qui est responsable de la section paléographie latine de l'IRHT et qui combine une activité de recherche de paléographe traditionnel, si on peut dire comme ça, avec l'élaboration de ce qu'il appelle une paléographie artificielle, c'est-à-dire l'application de l'intelligence artificielle à l'avancement des connaissances en histoire de l'écriture, mais en effet aussi en histoire du livre. Daniel Stöckl, qui est chercheur en philologie et linguistique de l'hébreu et de l'araméen ancien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, membre de l'unité mixte de recherche CNRS-PSL à Oroc, archéologie et philologie d'Orient et d'Occident. Et Laurent Ablot, lui aussi directeur d'études à l'École pratique, où il est titulaire de la chaire d'emblématique occidentale et membre du laboratoire SAPRAT, Savoir et pratique du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, expert d'emblématique, d'histoire de l'art, d'héraldique, de sigillographie, mais aussi animateur de plusieurs programmes de recherche en humanité numérique. La communication des trois orateurs est conçue dans la forme d'une table ronde à 3 voix, dédiée à l'intelligence artificielle, à la reconnaissance des formes et d'écriture manuscrites, dans laquelle ils vont nous illustrer les travaux et projets qu'ils sont en train de développer, et ils vont réfléchir avec nous sur les enjeux, les défis qu'ils comportent, concernant, entre autres, la constitution et l'exploitation des corpus, comme j'ai déjà dit, non seulement des corpus des manuscrits, mais aussi d'autres objets écrits, avec des problèmes spécifiques, bien évidemment, mais aussi avec des problèmes communs et des caractéristiques communes. Et ils vont aussi nous illustrer, nous montrer un peu les besoins, les limites de l'interopérabilité, la nécessité et aussi les difficultés de la mutualisation, l'application de l'approche numérique à des objets écrits autres que les manuscrits. Et donc, je leur donne la parole. Introduction théorique sur l'intelligence artificielle, vu le titre de notre cluster. Et ensuite, nous présenterons assez rapidement, entre 5 et 10 minutes chacun, différents dossiers de travail. Donc, Laurent Ablot, Philippe Jacquet, Delia Préteux montreront ce qu'ils font dans le cadre de Sigilla sur la prise en compte et la restitution de la matière écrite, notamment avec les légendes de Sceaux. Je présenterai un peu plus avant ce que je fais dans l'étude des manuscrits occidentaux, et Daniel Stöckl parlera de Kraken et de l'application de l'intelligence artificielle aux objets inscrits, et en particulier pour les documents à mise en page plus complexes du monde oriental. Nous avons prévu de garder un grand temps de discussion avec le public, parce que nous pensons que dans ce cadre du premier jour, dans la première journée Biblissima Plus, et aussi dans ce jour des humanités numériques, puisque c'est aujourd'hui, les échanges seraient plus fructueux que 3 présentations successives, même si bien coordonnées. Notre cluster intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance des formes et des écritures, dans le cadre de Biblissima Plus, présente en fait un premier défi, ou a une pertinence qui tient au fait que l'Equipex cherche à traiter des données à la fois massives et diverses. On en a vu plusieurs exemples ce matin, avec différents types de sources, que ce soit des manuscrits, des imprimés, des objets, différents types de captures. On a parlé ce matin d'imagerie multispectrale et d'autres données d'analyse des matériaux. Et évidemment, dans l'objet culturel même qui est transmis,
il y a une diversité qui est extrêmement importante. Le point de notre cluster, c'est que dans cette diversité-là, nous avons tous un objet commun qui est de comprendre l'histoire culturelle et la transmission de ces objets, et donc de mener à bien leur analyse. Et pour cette analyse, il semble qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle soit le point commun, le dénominateur commun de développement que nous devons mener, mais aussi coordonner. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle aussi l'apprentissage machine. Et souvent, on entend dire que la machine apprend toute seule à répondre aux questions. En fait, ce n'est pas vrai. Et c'est l'un des grands défis sur lesquels nous allons travailler, c'est que la machine n'apprend pas toute seule. La machine apprend d'une certaine façon toute seule à générer sa propre réponse à une question. Et la question est connue et la réponse est connue dans les phases d'apprentissage. Donc, et c'est vraiment dans cette phase d'apprentissage que gît le lièvre. C'est-à-dire qu'il faut avoir formalisé une question et formaliser la réponse qu'on veut pouvoir y apporter. Alors, dans les développements récents, il y a des pistes que nous devrons évidemment explorer, notamment le transfert d'apprentissage, enfin l'apprentissage par transfert, c'est-à-dire qu'une machine intelligente est censée pouvoir appliquer son intelligence à d'autres questions. C'est comme, on peut comparer avec des bons étudiants qu'il est plus facile peut-être d'appliquer à d'autres tâches, enfin d'initier à d'autres domaines de travail que ceux sur lesquels ils ont été portés. Et c'est aussi l'une des philosophies des doctorats en sciences humaines. Mais au-delà de cette analogie, il faut maintenant dire qu'au point où nous en sommes, la machine doit apprendre et on doit l'aider à apprendre. Et pour ça, il y a quatre domaines dans lesquels nous devons travailler. Le domaine des données elles-mêmes. Alors, on a parlé ce matin d'images, de textes, mais il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse dans BBC+, ce sont en fait des objets du monde réel. Ce ne sont pas des objets numériques ou pas nativement numériques. Et donc, toutes les données qu'on traite ne sont pas réellement des données, elles sont des prises, des captas, des objets numériques constitués à partir des objets du monde réel. Et puis, au-delà de ces données qui représentent normalement les objets du monde réel, on a ensuite plusieurs couches d'informations, des formats qui sont les données qui permettent de structurer les données, des référentiels, des données qui permettent d'aligner, enfin des informations qui permettent d'aligner les données brutes vers le monde réel, et ensuite des métadonnées, c'est-à-dire un discours, un métadiscours sur les objets qu'on traite. Et ces quatre jeux d'informations doivent être mis ensemble à profit pour entraîner des machines à traiter des questions qu'on définira pour obtenir des résultats qui seront eux-mêmes l'objet de nouveaux traitements. Dans le cadre de Bibissima+, ces processus sont particulièrement cruciaux. D'une part parce que j'ai déjà insisté, les données sont complexes, elles sont bruitées, dues à l'épaisseur temporelle des sources et aux transformations imposées par les différents traitements. Ce sont aussi des domaines difficiles parce que sous-dotés. Les langues rares et les écritures anciennes n'ont pas autant de référentiels et de dictionnaires que les langues modernes, évidemment. Et une synergie apparaît comme nécessaire parce qu'il y a de très nombreuses initiatives en cours. On en a déjà parlé ce matin, mais donc en France comme à l'étranger. Donc, l'intelligence artificielle dans ce contexte, et je vais passer rapidement la parole, mais peut être appliquée à différents niveaux et chacun
va avoir des liens avec d'autres clusters de Biblissima Plus. Du coup, ta fille, ça va? Il y a d'une part la formalisation de ce qu'est le texte, et la présentation de Laurent et Philippe va montrer le module épigraphique de Sigilla et montrer les liens possibles avec le cluster 4 et le cluster 5. Il y a ensuite, je reprendrai la parole pour parler de l'analyse de la mise en page et du décor, et faire des liens aussi avec le cluster 1. Et aussi, pardon, avec le cluster 5 pour ce qui est de la lecture du texte, et ça, Daniel y reviendra aussi. Et puis, enfin, l'intelligence artificielle, on en reparlera, enfin, les autres présentateurs de l'après-midi en reparleront, puisque la compréhension du texte, avec sa structuration, son enrichissement sémantique, est évidemment quelque chose qui est prévu dans le cluster 7. Donc, tous les clusters doivent travailler comme les institutions de Biblissima Plus, main dans la main, et pour pouvoir analyser le texte, analyser l'image, à la fois l'image en tant que ce qu'elle représente, et aussi en tant que ce qu'elle transmet au-delà de l'iconographie. Alors, en une diapositive, pour expliciter ce que je viens de dire, le cluster 3 de Biblissima Plus va chercher à contribuer à ouvrir l'accès aux infrastructures et aux données par une coordination et une harmonisation des formats et des données pour permettre d'identifier ce qui est commun dans nos recherches au niveau des données, au niveau des formats, de façon à offrir des outils les plus puissants possibles, tout en respectant la finesse et la diversité des recherches historiques que nous menons. Sur ce, je cède la parole à Laurent et Philippe. Merci Dominique. Alors Philippe va prendre en charge le partage d'écran pour un PowerPoint commun. Je laisse le PowerPoint nous rejoindre. Voilà. Alors, le partage d'écran. En bas, sur le bonus du bas. Là, ça y est, écran. Et donc, est-ce que vous l'avez là? Encore en diapo. Voilà, ça y est. C'est bon. Donc, c'est bon pour vous là? On est en mode présentateur. Oui, d'accord. Je suis en mode présentateur. Je ne sais pas si tout le monde a le même affichage. Vous l'avez plein écran ou pas? Oui, on l'a en mode présentateur à l'instant. Alors, je vais essayer d'inverser les choses. Voilà. Et est-ce que c'est mieux comme ça? Très bien, parfait Philippe, merci beaucoup. Voilà. Bon, très bien. Alors, merci Dominique pour cette introduction rapide, mais qui pose déjà tous les enjeux du problème. Alors, nous rejoignons en équipe la présentation de ce cluster avec le projet que nous sommes en train d'élaborer grâce à Biblissima. C'est un projet qui avait démarré un petit peu avant Biblissima Plus, mais que effectivement le soutien de Biblissima Plus va nous permettre de concrétiser, je l'espère, autour des problématiques de transcription des légendes de Sceaux. Et donc, c'est un projet qui a comme objectif de produire un outil à destination des contributeurs de notre base de données, que vous ne connaissez pas forcément tous, qui est la base de données Sigilla, base numérique des sceaux conservés en France, qui fonctionne depuis maintenant 2016 en ligne, et qui a comme objet donc de collecter toutes les données relatives aux sceaux, aussi bien les sceaux conservés au sein des dépôts, sous forme vraiment d'empreintes de cire, que les sceaux qui ont été moulés dans le cadre des catalogues ou des études précédentes depuis la fin du 19e siècle.
et puis toutes les sources documentaires relatives au saut, les dessins d'érudits, les photographies éventuellement, etc. Donc cette base aujourd'hui collecte un nombre déjà très important d'empreintes de saut, et il s'agit évidemment pour chacun de ces sauts de traiter l'ensemble des informations qu'elle nous livre, en particulier, parmi d'autres éléments évidemment, la légende du saut qui a ce grand intérêt de donner pour chacun de ces sauts souvent un nom et des titres, enfin toute une série de renseignements sur l'objet lui-même. Et donc ça renvoie d'ailleurs à ce qui a été présenté ce matin sur la matérialité, évidemment, puisqu'on a une connexion étroite entre l'écrit et le matériau qui est évidemment à prendre en compte dans ce projet. L'idée, évidemment, c'est donc de produire un outil au terme de ce soutien de Bellissima Plus, produire un livrable qui permettra aux contributeurs de la base Sigilla d'abord de traiter justement de façon semi-automatisée la retranscription de cette légende de saut et éventuellement de pouvoir exporter les résultats auxquels on sera parvenu à d'autres formes de supports écrits qui présentent un peu les mêmes analogies ou les mêmes difficultés que le saut en particulier. Alors pour cette présentation, nous avons fait le choix, puisque nous travaillons en équipe dans Sigilla, de nous répartir la tâche. Donc j'étais chargé de ce petit mot introductif. Je céderai ensuite la parole à Philippe Jacquet, qui est mon collaborateur et qui s'occupe du suivi scientifique et technique de la base Sigilla depuis l'origine du projet à mes côtés, qui vous présentera un petit peu les problématiques propres à l'écriture du saut. Et puis lui succédera donc Delia Préteux, qui est actuellement en master à l'Agence nationale de la recherche typographique de Nancy et qui prête son concours pour le traitement justement de cette donnée écrite grâce à ses qualifications en typographie qui nous aident à répondre justement aux exigences qu'énonçait tout à l'heure Dominique sur le traitement d'une donnée qui doit être en quelque sorte préparée pour une intelligence artificielle, notamment la nécessité de lui donner un format, des références pour pouvoir ensuite produire des métadonnées. Donc Philippe, si vous voulez bien, je vous cède la parole. Merci Laurent. Alors donc, bon, tout le monde connaît les sauts et je ne vais pas m'attarder sur ce qu'est un saut, mais simplement la légende, dès qu'on a affaire à un saut, on a affaire à une légende en exergue, et donc cette légende, la transcription de cette légende est d'une grande difficulté et jusqu'à maintenant personne ne l'a complètement résolue, hein, parce qu'on dispose effectivement d'une légende parfois complète, mais d'abord circulaire, hein, et elle est complexe parce qu'elle a divers points, la circularité comme je disais, mais c'est aussi une légende contrainte par la forme, contrainte par l'image qui souvent vient grignoter la légende. C'est aussi parce que c'est un document historique qui a une histoire parfois mouvementée, une empreinte altérée et partielle. Et surtout, un des gros problèmes, c'est un code graphique qui varie et qui est différent d'une époque à l'autre. Et donc, autour de tous ces éléments-là, jusqu'à maintenant, il a été essayé plusieurs solutions, de la solution du 19e siècle où les précurseurs de la sigillographie ont utilisé des alphabets presque imitatifs, mais finalement semi-imitatifs, hein, et ils ont créé des polices de caractères pour transcrire les légendes. Et cet état de fait a duré pendant, on va dire, un demi-siècle, jusqu'au début du XXe siècle, on est revenu à une typographie classique, hein, qui ne solutionnait pas plus le problème, je dirais même plutôt moins. Et enfin, en 2005, il y a une norme de transcription qui est parue, mais c'est une norme assez complexe, qui ne facilite pas une compréhension de la légende dans son entité. Et si vous voulez, pour revenir à l'ensemble de ces trois méthodes, il faut surtout noter que ces trois méthodes ont été conçues, pensées dans un aspect bibliographique, ou tout au moins dans un aspect d'impression, dans un aspect d'imprimerie. Et donc à partir de là,
Hein, si on veut vraiment travailler en base de données, il faut trouver une solution qui permette justement la gestion des gros volumes et la gestion des caractères en tant que tels. Hein. Et donc, voilà. Et donc, nous essayons de concevoir un projet de transcription des légendes simplifié, hein, qui permette directement d'avoir une légende, on va dire, presque identique, mais tout aussi significative, tout en donnant accès aux signes diacritiques et aux caractères spéciaux, et tout ça effectivement compatible avec une gestion de masse de toutes les légendes, puisque comme le rappelait Laurent, actuellement on a presque 38 000 empreintes référencées, sans compter les contresauts dans la base, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc on a besoin d'une méthodologie et d'une pratique nouvelle. Et donc dans ce sens, on s'est orienté vers l'ANRT, qui a déjà participé au projet PIM, hein, et qui, avec son expérience typographique, sa rigueur de fonctionnement sur les transcriptions, va nous apporter un équilibre que jusqu'à maintenant, on n'a pas. Donc là, je vais passer, je pense que Delia est prête. Oui, absolument. Hein, bonjour. Donc, je vous passe la parole, Delia. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Laurent, merci Philippe, merci Dominique pour vos présentations. Donc, je m'appelle Delia Préteux, je suis étudiante-chercheuse à l'Atelier national de recherche typographique à Nancy depuis octobre 2021 et je travaille effectivement aux côtés de Laurent Ablot et de Philippe Jacquet sur le développement du module épigraphique sur la base de données Sigilla. Donc, mon expertise, elle est celle d'un designer typographe. Elle se concentre sur l'analyse des formes de l'écriture sur les sceaux et par la suite sur la conception d'un outil typographique dédié. Donc, par là, j'entends maintenant que le projet est un peu plus avancé, la création d'une typologie de police de caractères destinée à transcrire les légendes et à restituer ainsi toutes les informations proprement liées au texte sur les sceaux. Donc, le document que vous avez ici sous les yeux, Philippe parlait justement des modalités de police de caractères qui ont déjà été créées. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est un plan de casse des caractères développés par l'imprimerie nationale au XIXe siècle. Philippe, je veux bien que vous passiez à la deuxième slide. Donc, les sceaux, à l'image d'autres supports de l'écrit, présentent des caractéristiques singulières, propres aussi bien à des périodes historiques et stylistiques qu'à des procédés d'écriture et d'abréviation intimement reliés au support et à la matérialité d'un tel objet. Donc, concrètement, le travail typographique, avant de porter purement sur du dessin de caractères, procède aussi d'un vaste travail d'analyse des formes et de repérage des allographes, c'est-à-dire des variations graphiques morphologiques d'une même lettre. Ici, vous avez un exemple sur la lettre E du sceau de Rotrou de Warwick. D'identifier également les signes de ponctuation, les diacritiques, des caractères parfois couchés ou retournés, des caractères spéciaux, des abréviations et signes abréviatifs, de nombreuses ligatures induites par la petitesse de l'objet, mais aussi parfois la fantaisie de certains graveurs. Donc, tout un inventaire de signes que vous pourriez longtemps chercher dans une police de caractères par défaut ou pour du traitement de texte sans obtenir ici le moindre résultat satisfaisant. Ici se trouve donc la pertinence d'une telle ambition, car sans l'existence de ces signes ou dans l'utilisation de signes partiels pouvant finalement assurer leur remplacement de manière partielle, ce qui se passe aujourd'hui sur la base de données Sigilla, la transcription se trouve partiellement donc restituée, parfois source d'erreur et finalement une source d'informations troubles pour la recherche. Donc, Philippe, la prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Pour entamer ce travail, donc, nous avons défini ensemble un corpus et choisi l'inventaire des sceaux de la Normandie, qui est constitué de 3187 sources. Donc, définir une étude pilote était une chose importante, car effectivement, les collections sigillographiques aux archives nationales sont très conséquentes et il fallait commencer quelque part. Donc, à savoir que parmi l'ensemble de ces 3187 sceaux, certaines sources ne sont pas exploitables, les sceaux en épigraphe, mais aussi des sources parfois trop dégradées qui finalement ne permettent qu'un déchiffrage sans indice réel pour un travail typographique. Donc, le choix de cet inventaire s'est aussi fait suite au fait qu'il soit préfacé d'un écrit de Germain Demey.
Germain Demey, archiviste et sigillographe du 19e siècle, donc, qui a travaillé aux côtés de Louis de Ouédarc et qui s'est particulièrement penché sur la question du texte sur les sceaux et a donc écrit l'introduction de cet inventaire sur la paléographie des sceaux qui aujourd'hui encore se place comme un texte de référence sur le sujet. Par ailleurs, l'inventaire des sceaux de la Normandie couvre aussi une vaste période. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Merci. Car les premières sources sont datées du XIe siècle et les plus récentes datées du XVIIIe siècle. Donc cet inventaire, il balise ainsi une évolution signifiante de l'écriture et des transformations au cours du temps de la graphie de l'alphabet latin, marquée par des passages signifiants d'un point de vue stylistique. Donc l'enjeu typographique au travers de la production d'un outil et de l'étude de ce corpus, il est donc aussi de restituer ces transformations. Sous vos yeux, quelques exemples. On commence un sceau du début du corpus daté du XIIe siècle avec de la capitale onciale, puis un sceau du milieu du corpus de la fin du XVe siècle avec de la minuscule gothique, et ensuite au XVIIIe, un retour aux formes de capitale romaine avec la capitale de la Renaissance. Les enjeux du projet sont donc multiples, à la fois dans la restitution de l'ensemble des signes observés sur les sceaux, mais aussi au travers de l'élaboration d'une typologie de police de caractère, s'accordant sur des périodes historiques et stylistiques et permettant par là même de transcrire une évolution chronologique de l'écriture sur les sceaux et de pouvoir qualifier aussi l'ensemble des collections. Là est aussi la finesse à trouver dans ces allers-retours entre les sources et le logiciel de dessin de caractère, entre unification et considération du particularisme, où placer le curseur finalement pour que le dessin d'une lettre type puisse venir qualifier avec pertinence son cortège de sœurs apposées dans la stire. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, Philippe? Merci beaucoup. Ce schéma donc balise les deux extrêmes. D'un côté, on considère effectivement la morphologie, la structure de la lettre. De l'autre, la lettre relevée sur la source, dans tout ce qu'elle peut révéler de menus détails et de particularisme, mais aussi d'usure et de dégradation liées à l'ancienneté des objets, à leur état de conservation et parfois même à l'état de la gravure initiale. Le semi-imitatif au milieu et l'entre-deux intéressant, c'est-à-dire qu'il place le curseur au milieu de ces deux extrêmes, permettant ainsi de conserver les valeurs de l'un et de l'autre, mais de manière unifiée. Il englobe le morphologique, le structurel, restitue donc l'information allographique dont je parlais tout à l'heure, tout en considérant également le style, mais sans rentrer dans le détail et le particularisme de la source, permettant ainsi de situer la lettre dans une période stylistique. La dernière slide. Oh, merci beaucoup. Penser cet ensemble de polices de caractère, donc c'est permettant la transcription des légendes de sceaux, permettrait aussi d'unifier les pratiques, de réunir autour d'un seul et même outil qui serait partagé, partageable à l'échelle de la base de données Sigilla, mais aussi dans le cadre de la production de savoir et la rédaction d'articles scientifiques. Il pourrait aussi servir à d'autres bases de données qui le nécessitent. Et il pourrait aussi pertinemment servir à la réédition des catalogues ou des vastes inventaires des collections ou d'écrits du XIXe siècle sous d'autres formes que celles du facsimilé. Donc, penser la typographie, c'est donc aussi donner la possibilité de redéfinir les modalités d'édition sur le sujet. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Laurent. Voilà pour notre présentation. Dominique, je rends la parole. Peut-être on cède la parole à Daniel, je crois qu'il prenait la suite. C'est moi qui reprends la suite, comme indiqué dans le plan initial. Oui, pardon. Vous partagiez votre, il faut votre quitter le partage. pour que... Ouais. Ouais. Donc, pendant que ça se fait, alors, il y a une première question, mais qu'on gardera pour la... Oui, on termine la présentation ensuite. Et après on prend les questions à la fin, tous ensemble. Et donc, je reprends juste quelques minutes parce que j'ai parlé sur un plan théorique tout à l'heure et juste pour que ceux qui ne connaissent pas encore ce que fait l'IRHT ou les projets dans ce domaine qu'on a déjà avancé, je présente ce qu'on a fait, enfin les développements technologiques qui ont été faits spécialement ou particulièrement par Teclia et l'infrastructure ArcIndex dans le cadre de différents projets qui ont eu lieu dans la décennie passée,
projets comme un projet sur le fonds français de la BNF, des projets sur les livres d'heures, notamment un projet Oreille Pictavenses financé par le premier Equipex Publicima, ou le projet Home sur l'étude des registres de la chancellerie royale et des cartulaires manuscrits du Moyen-Âge et des chartes. Et tous ces projets ont en commun d'avancer l'analyse des documents par vision artificielle ou par vision par ordinateur. Et leurs résultats sont sur la plateforme de Teclia, qui est une plateforme industrielle et commerciale, qui est optimisée pour l'analyse de documents, donc analyse de mise en page et des éléments de mise en page, comme les éléments de décor ou la reconnaissance de texte, dans un cadre industriel. Donc, par rapport à eScriptorium ou à Transcribus, la philosophie est différente et elle vise une robustesse plus grande et peut-être moins de ce qu'on appelle en jargon de fine-tuning, c'est-à-dire d'adaptation spécifique au corpus. Dans les corpus que nous avons traités, vous voyez sur la droite de l'image, on transcrit du texte, ce que vous avez en haut, simplement une zone de texte qui est repérée et une transcription qui est fournie, ligne à ligne, ou sur l'image du bas, le signalement d'une initiale sur la page. Vous voyez dans le détail également que les miniatures ou les différentes lignes ont été repérées. Sur cette plateforme, on a travaillé également à l'inclusion de la reconnaissance des entités nommées, donc les personnes et les lieux, dans des corpus multilingues, latin, allemand, français et aussi le tchèque. Mais dans le cadre de Publicima Plus, peut-être, enfin, et du cluster 3, une des choses qui seront les plus intéressantes, c'est l'analyse du texte et l'identification automatique des textes transmis, puisque pour l'IRHT et les autres institutions patrimoniales, ça nous mène en direction du catalogage automatisé des manuscrits. Donc ici, pour le domaine de l'écriture latine, vous voyez au milieu d'un livre d'heures la reconnaissance d'une occurrence du psaume 50. Donc dans la suite de Publicima Plus, pour l'IRHT, nous allons particulièrement travailler à accroître les référentiels pour promouvoir pour rendre possible la détection et l'alignement des noms de personnes ou de lieux, grâce aux ressources qui ont déjà été accumulées depuis des décennies. Accroître les référentiels également pour pour prévoir le catalogage automatique, c'est-à-dire à la fois générer des métadonnées de type auteur-titre avec des liens vers les référentiels de la base globale, mais également identifier les textes même, éventuellement les réutilisations, les copies et les interpolations grâce à la constitution de corpus textuel, et réfléchir également, avec notamment la section latine et la section grecque, à du catalogage thématique en catégorie de texte, catégorie diplomatique et en genre littéraire. J'imagine que sur ça, il y aura des questions dans la discussion et je passe tout de suite la parole à Daniel. Vous voyez mon PowerPoint? Oui. Donc, je vais parler un tout petit peu de Kraken, qui a été mentionné à plusieurs reprises, qui est un logiciel HTR, donc Handwritten Text Recognition, entièrement open source, développé par notre ingénieur intelligence artificielle, Benjamin Kiesling, qui fait la segmentation automatique de la mise en page et la transcription automatique d'objets inscrits. Ici, on a essentiellement parlé de manuscrits, mais on peut parler aussi d'imprimés ou des inscriptions, et pourquoi pas des pièces de monnaie.
Dans un futur proche, on prévoit une possibilité de la détection de l'ordre de lecture, parce que l'ordre de lecture n'est pas facilement calculable. C'est un ordre de lecture qui est différent si on parle d'un journal, ou si on parle d'une édition bilingue, ou si on parle d'un manuscrit avec de la glose, par exemple. Et dans un futur plus loin, ce qu'on veut faire dans Biblissima, c'est aussi la datation et la classification des styles d'écriture. Vous pouvez le télécharger directement sur GitHub si vous voulez, mais j'imagine que pour la plupart, ça pose un certain défi. Et je veux arriver au défi. Donc, dans le cadre idéal, la segmentation automatique et la reconnaissance automatique, ça marche très bien. Donc, on arrive avec une image, on la met dans une boîte noire et on sort avec une transcription parfaite de la page entière avec la mise en page en 2 colonnes. Il a reconnu les 25 lignes et les annotations marginales par plusieurs mains. Dans la réalité, la vie est un peu différente. Donc, d'abord, il faut avoir, et on a toujours des erreurs, même si on arrive à avoir un résultat qui est à 99% correct. Si on veut arriver à une transcription complètement correcte, pour un manuscrit qui a peut-être 1 million de caractères, ça veut dire qu'il faut corriger 10 000 d'erreurs, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, la boîte noire, elle est optimisée pour un scribe et une écriture. Comment s'adapter aux écritures et scribes différents? On en a beaucoup. Et aussi à la sortie. Donc, chacun a sa manière de transcrire ou de segmenter, de comprendre qu'est-ce qu'il est écrit sur la page. Et si on veut traduire l'image du manuscrit à une sortie qui est adaptée aux souhaits du chercheur, il faut vraiment prendre compte des souhaits du chercheur aussi. Et finalement, Kraken est une application écrite en Python. Et un écran noir, écrire des commandes comme ça pose un certain défi aux chercheurs, aux sciences humaines qui ne sont pas passés par le master de l'École nationale de Chartres ou de PSL. Donc, notre solution à apporter, dont le développement avait été conçu dans le projet Scripta de PSL, est une infrastructure qui s'appelle eScriptorium, qui met une interface d'utilisateur autour de Kraken. Et je vais brièvement vous montrer. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez tout simplement choisir un modèle pour segmenter, attendre quelques instants. Voir que tout va bien. Ici en bas, il a reconnu aussi les inscriptions de la photo, les corriger et ensuite lancer la transcription. On a publié un modèle transversal et que vous pouvez trouver sur Zenodo pour l'hébreu, pour d'autres écritures, notamment pour le grec, le syriaque et l'arabe, c'est en cours de développement. Et pour le latin, on a des collègues de l'ENC et de l'INRIA qui travaillent dessus. Donc, maintenant, le résultat n'est pas trop mauvais. Il a même transcrit tous les points ici en haut, je vois.
n'avais pas vu ça. Il est capable de gérer des mises en page très complexes, comme ici en arabe, ou ici dans une Bible à la BNF, avec plusieurs commentaires, ou en japonais. Et je vais tout simplement vous présenter ce qu'on peut faire ici avec un manuscrit de la Geniza. Il y a une mise en page très complexe. Donc, de nouveau, il faut attendre quelques instants. Avec une image bien segmentée. On peut maintenant transcrire manuellement ou faire autre chose desquelles on va parler Peter Stokes. Ce qui vient avec et nécessite un logiciel pareil, c'est un superordinateur. Et vous voyez ici différentes instances qui ont mis en place des superordinateurs. Le nôtre est à l'Observatoire de Paris, acheté grâce à un cofinancement avec l'IHT et au cadre du DIM-STCN qui avait été mentionné avant et qui est maintenu grâce au support de Biblissima et il est à votre disposition. Donc, nous sommes intéressés d'avoir plus de projets par vous. Donc, je m'adresse particulièrement à vous si vous êtes intéressé par la segmentation ou les aspects de la transcription automatique. Nous avons les moyens pour le faire. C'est aussi un univers open source avec beaucoup d'autres équipes qui participent au développement ou avec leurs instances. Et je veux tous particulièrement mentionner l'équipe américaine qui a un financement Mellon, qui travaille sur l'arabe, et l'Université de Genève, mais aussi nos frères de l'ENC et de l'INRIA qui ont leur instance CREMA. Et l'équipe de Teclia qui avait été mentionnée, avec laquelle nous collaborons avec beaucoup de succès, je dirais. Les types de projets qu'on peut avoir sur Escritorium ou Kraken sont tout d'abord la transcription manuelle qui est possible d'une façon très ergonomique et de laquelle Peter Stokes va parler un peu plus. Si vous avez déjà des transcriptions existantes, comme nous l'avons fait ici avec les fragments de Qumran, vous pouvez aligner ces transcriptions existantes avec les régions sur la photo. Donc, trouver les lignes, trouver les colonnes, trouver les mots. Et par exemple, là, vous avez un manuscrit de Munich, sortir avec tous les mots découpés pour Dieu. On peut aussi faire une transcription imparfaite pour des données massives type Google Books. Et finalement, si on a beaucoup de moyens, on peut corriger ces transcriptions imparfaites faites par la machine de façon automatique. Donc là, il faut investir beaucoup de travail manuel parce que, comme j'avais dit, même un taux de reconnaissance de 99% que normalement n'est pas achevé. Donc pour l'hébreu, on arrive parfois, mais c'est vraiment un taux de réussite qu'auparavant n'était possible que pour l'OCR. Même avec un taux de reconnaissance de 99%, il nous reste peut-être 10 000 erreurs pour un manuscrit de 1 million de caractères. Finalement, pourquoi? Quels sont les avantages de Escritorium pour vous? D'abord, il a été développé dès le départ pour tous les systèmes d'écriture qui sont séquentiels, s'ils sont écrits de droite à gauche ou de haut en bas. Aussi, on a commencé à traiter le chinois et le japonais.
C'est un logiciel qui est gratuit et qui est complètement open source. Et comme je l'avais mentionné, on a ce cluster HPC, High Performance Computing, Manuscriptologia, maintenu au sein de Biblissima et placé physiquement à l'Observatoire de Paris. Finalement, ce n'est pas de la magie. Il faut investir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, beaucoup de cerveau pour comprendre le processus et pour créer les données nécessaires pour entraîner la machine, pour son écriture, son type d'objet. Donc, c'est un processus qui est chronophage normalement. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous avez tous terminé les présentations. Je vous ai laissé organiser et gérer vous-même, ce qui était très bien. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut ouvrir le tour des questions si vous avez terminé? Merci beaucoup pour le programme de recherche que vous avez tracé et aussi pour avoir très clairement montré et expliqué l'arrière-plan théorique qui relie tous ces projets. Évidemment, ce n'est pas de la magie. C'est clair qu'il faut un grand investissement pour travailler dans cette direction. Et donc, oui, merci pour avoir aussi bien éclairci quel est le rapport et quels sont les enjeux, les défis de tout ce programme de travail. Merci bien évidemment à Dominique, à Daniel, à Laurent, mais aussi à Delia et Philippe Jacquet. Je vous ai simplement mentionné avec le prénom. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Donc, moi, je pense qu'on peut commencer tout de suite avec la première question qui était dans la chat. Et après, je vais ajouter mes remarques à la fin, peut-être. Donc, c'était une question de Thibaut Cléris notamment pour Laurent, Philippe et Delia sur la relation entre votre projet de police et la Medieval Unicode Font Initiative. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Moi, je suggérais que ce soit Delia, qui est quand même la plus compétente de l'équipe sur les questions de typographie. À mon avis, vous aurez la meilleure des réponses, Delia. Oui, alors pour ce qui est de ce lien, en fait, ce que prévoit la police au niveau de l'encodage, c'est effectivement de se baser sur Unicode pour tout ce qui est possible et admis par les fonctionnalités OpenType. Par exemple, sur la question des allographes ou des ligatures, on peut régler ça avec des fonctionnalités intégrées dans la fonte. Pour certains caractères spéciaux, et effectivement, qui sont aussi partagés sur d'autres supports écrits, ce qui se passe, je veux dire, les recommandations de la charte Murphy seront évidemment une référence, et parce que l'idée, c'est effectivement de se baser sur des standards existants, et cette charte est très complète, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Il m'en semblait très clair comme réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. OK. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Anne-Marie, je vois qu'il y a la petite main jaune levée. Donc, peut-être qu'elle veut... J'avais la curiosité de savoir s'il y avait déjà eu une amorce de collaboration entre nos sigillographes et eScriptorium, si vous aviez essayé de lire ces écritures circulaires et de voir comment vous pouviez travailler avec le début de Police Unicode de Delia. Non. Alors, non, il n'y a pas encore eu. Et je dirais que l'écriture en circulaire posera des problèmes pour notre analyse de mise en page qui a comme point de départ que les deux extrêmes de la ligne doivent être les deux points avec la plus grande distance entre eux. Pour un cercle, ce n'est pas donné. Donc, il faudrait trouver un moyen pour couper le cercle en petites pièces et apprendre cela à la machine. C'est possible. J'aurai une petite idée dans la tête, mais ça demandera pas mal d'énergie parce qu'il faudrait annoter les données pour savoir si ça marche véritablement. Donc, ce n'est pas gratuit par rapport au temps investi. Oui, Avec l'Unicode, il n'y a pas de problème. N'importe quel Unicode marche.
Ouais. Je pense que c'est tout à fait possible, mais la grande difficulté va être la plasticité du support qui va nous restituer des lettres plus ou moins déformées, d'où l'intérêt de passer par des étapes intermédiaires, et on a fait à moitié le travail dans ce cas-là. Ok, merci beaucoup. Je pensais qu'on a déjà eu des grands défis avec l'écriture verticale, avec le japonais, tout ça, mais l'écriture circulaire, en effet, c'est un défi nouveau. Je pense que c'est intéressant d'y travailler. Il y a encore une question dans le chat par Marie-Agnès Avenel à Dominique. Donc, Dominique, pourrait-il revenir sur la typologie des textes qu'il a annoncés, diplomatique, genre littéraire? Ce sont des questions qui pourraient rejoindre des problématiques du cluster 5. Donc, Dominique, et après, il y a encore une question qui attend de Claudia Fabian. Dominique, s'il te plaît. Effectivement, c'est des questions qui peuvent rejoindre, enfin, qui vont plutôt être traitées dans le cluster 5, là où l'IRHT a quelque chose à apporter, je pense, c'est qu'on a déjà commencé à réfléchir à la caractérisation des genres. Donc, par exemple, dans la base FAMA, on a des genres comme commentaires bibliques, droit et texte juridique, édification, dévotion, ouvrages moraux, encyclopédie, grammaire, géographie, etc. Et donc, du point de vue technique, ça met en œuvre les technologies de topic modeling, donc voir les similarités entre textes pour les préclasser dans le cas où on n'arrive pas à identifier ce qu'ils sont réellement. Du point de vue diplomatique, dans le projet Home, Sergio Torres a déjà travaillé dans deux directions. D'une part, une classification des genres au sens strictement diplomatique. Est-ce que les actes sont des pancartes, des chartes, des lettres, des diplômes, etc. Et de l'autre côté, quelle est leur teneur? Est-ce que ce sont des ventes, des échanges, des accords? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a l'intention de travailler essentiellement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est maintenant à Claudia Fabian de poser sa question. Et après, il y a encore Anne-Marie qui veut encore intervenir. Claudia Fabian, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, ma question sera sur e-scriptorium et j'ai bien compris que ce n'est pas de la magie, mais pour moi, ça semble comme de la magie. En tout cas, je suis fort impressionnée par les résultats qu'on a pu voir, mais vous avez souligné quand même que c'est extrêmement chronophage. Alors, je me demande, n'est-ce pas là l'avantage de l'intelligence artificielle, que c'est très chronophage au début, mais qu'ensuite, ça apprend des choses qu'on peut répéter sur un corpus de textes plus large et qui alors ne sera plus au même niveau chronophage. En d'autres mots, avez-vous déjà de l'expérience avec l'application de ces procédés sur un corpus de textes beaucoup plus large? Oui, et on a aussi de l'expérience comment monter un tel projet. Donc, on a une collaboration très étroite avec l'Université de Princeton, avec l'équipe de Marina Rusto, qui travaille sur la GENISA, qui a déjà des transcriptions d'à peu près 4000 pages qui sont disponibles par 3IF de la bibliothèque de Cambridge. Et donc, on fait ce travail qui peut, pour un chercheur en sciences humaines, être complètement bête. On refait le travail, c'est-à-dire on emploie plusieurs étudiants et on travaille dessus avec des professeurs derrière pour vérifier sur la segmentation. Et on y insère la transcription déjà existante. C'est un processus qui pourrait paraître complètement superflu parce que le travail a déjà été fait. Hein.
mais il nous donne les possibilités pour entraîner la machine. Donc, c'est un processus qui vaut la peine. Dans notre projet, dans le mien, sur les manuscrits médiévaux de la littérature rabbinique, sur la Bible, on a pu corriger plusieurs milliers de pages qui nous servent maintenant à entraîner la machine et à arriver pour pratiquement n'importe quel document hébreu à l'époque médiévale de sortir avec une transcription vraiment très très bonne en appuyant sur le bouton. Il faut toujours corriger. Donc, on peut arriver avec une transcription type Google Books qui n'est pas contrôlée de la même façon intelligente comme avec Arcindex, hein, que Dominique était client. Il faut souligner tout à fait que pour des bibliothèques, ces applications commerciales ont leur sens parce qu'ils ont des volets que nous n'avons pas. C'est-à-dire nous ne pourrons pas faire le même contrôle de qualité derrière actuellement, peut-être un point dans le futur, mais certainement pas maintenant. Et c'est là où il y a ce grand avantage. Mais oui, tout à fait, nous avons transcrit automatiquement des dizaines de milliers de pages en hébreu. En grec, on a eu la chance de trouver à la fois les papyrologues qui sont très intéressés et l'Académie brandebourgeoise de Berlin qui travaille sur les minuscules, qui sont très intéressés. Donc, ils investissent du temps pour les textes qu'ils ont déjà transcrits. C'est du temps perdu maintenant, mais qui vaut la peine après parce qu'on aura un modèle qui va rendre le travail de transcription d'autres manuscrits plus rapide. Et le grand avantage est qu'on a la liaison entre l'image et les textes qui permet de poser des questions nouvelles. Et avant de passer la parole à Anne-Marie, si tu me permets, c'est une curiosité, est-ce qu'on arrive à entraîner la machine avec n'importe quel style d'écriture ou il y a des choses que vous n'avez pas encore arrivé à gérer de manière satisfaisante en termes de taux d'erreur ou... Ça marche avec toutes les écritures manuscrites pour simplifier. Dominique lève sa main, donc je pense qu'il doit parler parce que c'est lui qui est... Vas-y, Dominique. Mais tu es sur muet maintenant, tu as appuyé sur quelque chose. Je travaille dans le domaine latin. Je vais répondre à cette question. Je voulais juste, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Daniel. Je voudrais rajouter une chose par rapport à ce qu'il a dit dans sa dernière phrase qui est vraiment très important et je pense qu'il faut en souligner l'importance. C'est que le lien du texte avec l'image est fait. Et donc, cette question de la gestion du temps, elle est absolument cruciale parce qu'on peut investir le temps sur ce qui occupe la recherche au moment où on l'a fait. Donc, c'est vraiment une interaction avec le chercheur. J'entends par là, par exemple, que dans ce qu'on fait sur Arcindex, on n'a pas une transcription, enfin, on a un traitement massif. Alors ça, pour répondre à la première partie de la question de Madame Fabiane, dans Imanis, on avait 80 000 pages. Dans le projet sur les livres d'heures, on a 1100 livres d'heures, c'est-à-dire 300 000 pages. Sur les cartulaires, on a 2000 manuscrits. Donc, c'est vraiment massif. Et ensuite, on peut corriger uniquement aller voir les informations sur lesquelles on veut travailler. Et par exemple, j'ai montré, c'est pas tout à fait par hasard, un exemple de psaume. À l'heure actuelle, je travaille sur la répartition des psaumes dans les livres d'heures, et donc je vais vérifier spécifiquement cette information, et quelqu'un qui s'intéressera à d'autres types de textes pourra vérifier d'autres informations et corriger progressivement. Donc ça, c'est aussi une vision de la recherche au temps long avec une optimisation du temps de travail de chaque chercheur, parce sans ça, à l'heure actuelle, chaque chercheur a ses propres centres d'intérêt, mais est obligé de refaire le travail à zéro. C'est-à-dire que, de rouvrir le manuscrit et de rechercher les textes qui l'intéressent et de voir comment ils se comportent. Donc ça, c'est vraiment une différence.
Ensuite, pour répondre à la question des écritures, en théorie, la machine est capable d'apprendre tout. Il y a des choses plus difficiles et des choses moins difficiles, mais en théorie, la machine peut tout apprendre. La réponse classique, c'est de dire de combien d'images d'apprentissage on dispose. Et c'est là qu'est le problème, c'est que sur, je sais pas, du glagolitique, on aura aussi... Enfin, alors, il y a des choses très bien qui se font en glagolitique, c'est pas pour rien que j'évoque ça. C'est une écriture relativement facile à lire, mais quasiment tout est déjà connu. Et donc, c'est là qu'il faut mesurer, d'une part, le temps d'investissement et aussi des domaines pour lesquels le transfert d'apprentissage est absolument crucial. Bilan ergonomique. Thibaut Cléris nous informe que sur HTR United, nous avons 1,2 million de caractères en manuscrit, en écriture latine manuscrite, toute langue, toute époque. Et maintenant, c'est à Anne-Marie, excuse-moi, le débat était passionnant, donc on t'a laissé attendre un peu. Non, mais c'est très bien, je n'avais aucune hâte, d'autant que je voulais revenir au sujet d'avant, qui me tracasse moi aussi, qui est l'identification des genres littéraires, parce que je n'ai pas compris exactement comment vous procédiez. Je sais bien que donc pour les livres d'heures, c'est tellement balisé par la mise en page, par les initiales, par toutes sortes de marqueurs, hein, et c'est pas pour rien que tu as commencé sur les livres d'heures, c'est que c'est assez balisé, donc on peut travailler, mais il y a beaucoup de genres littéraires qui ne sont balisés finalement que par le vocabulaire ou la rhétorique. Et du coup, je voulais savoir comment tu procédais pour la reconnaissance automatique de genre littéraire. Est-ce qu'il y a des collaborations avec l'équipe de lexicographie latine, par exemple, sur l'analyse, sur la lématisation, l'analyse des co-occurrences et tout ça? Dans quelle mesure vous faites interagir ça avec les questions de mise en page? Et est-ce qu'il y a des constructions de graphes, par exemple, pour l'analyse de la structure rhétorique des phrases, des paragraphes et des textes dans leur ensemble? Alors, merci beaucoup pour cette question. Enfin, c'est une multiple question. Alors, je réponds tout d'abord sur les livres d'heures, parce qu'en fait, on ne fait pas de classification de genre dans les livres d'heures. Dans les livres d'heures, on reconnaît les textes, les psaumes, les leçons, les antiennes, etc. Et je considère peut-être abusivement que tout ça, c'est un même genre, celui de la dévotion et de la Bible. Mais en fait, ce qu'on a fait pour l'instant, c'était sur les textes diplomatiques, de distinguer le contenu juridique et la forme. Mais pour répondre maintenant dans le détail à ta deuxième question, pour l'instant, on n'a rien fait avec nos collègues et amis de la lexicographie, ni dans l'analyse textuelle. Là, ça irait beaucoup plus loin. C'est plutôt des choses qu'il faudrait faire dans les années qui viennent dans Bissima+, mais c'est plutôt les clusters de textométrie qui sont concernés. Ce dont je parlais moi, c'était de l'analyse de haut niveau. C'était simplement de coller des étiquettes sur des textes à partir d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a tel corpus textuel d'œuvres de rhétorique, d'œuvres de grammaire, d'œuvres de sermons, de prédication. Et dans Gallica, où parfois les choses sont quand même cataloguées de façon sommaire, on pourrait tout transcrire et dire, bon, ceux qui sont intéressés à la prédication, allez regarder ici, dans la notice, il n'y a pas marqué qu'il y a des sermons,
mais il y a vraisemblablement des sermons. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais, au sens de l'infrastructure Biblissima, Biblissima Plus comme lieu, enfin, comme équipement, comme infrastructure. Je pense que ça serait utile. Et il y a il y a un certain nombre de personnes, moi, j'ai oublié combien, qui seront dédiées à ça. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai évoqué. Pour ce qui est de l'analyse proprement grammaticale des phrases, c'est extrêmement intéressant, mais en l'occurrence, ce n'est pas ce dont je m'occupe et je pense que tout à l'heure, on aura des choses plus précises là-dessus. Merci. Non, mais je pensais surtout à... Moi, ce qui m'exciterait beaucoup, c'est des analyses de construction de raisonnement, par exemple, qui pourraient amener à identifier des genres littéraires. Et ce que j'avais derrière la tête, c'était évidemment comment faire travailler ensemble le cluster 3 et le cluster 7. Ah, mais enfin, alors, le cluster 3 et le cluster 7 travaillent très bien ensemble, je te rassure. On a un article qu'on doit soumettre ce soir, minuit ou plus tard. Bah, génial. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, et on en rediscutera peut-être après, c'est que tu as une approche par le bas et que ce dont je parlais, c'était une approche par le haut. J'entends par là qu'il y a deux façons de faire pour analyser un texte. Soit on met tous les mots ensemble et on regarde avec certaines techniques qu'on peut appeler... Enfin, il y a une technique notamment qui est celle du plongement de mots, c'est-à-dire qu'on regarde un mot et ce qu'il y a autour et on calcule une représentation mathématique de ce mot en fonction de ses co-occurrents. Et ça donne une idée extrêmement vague de comment le raisonnement est construit. En revanche, c'est assez efficace pour distinguer soit le thème général du texte, soit distinguer des sous-parties d'un texte qui n'auraient pas de table matière, mais on peut dire, ben, là on a une première partie, là une seconde, et ainsi de suite. Mais ça ne permet pas du tout de faire une analyse grammaticale ou une analyse rhétorique de la construction de la signification. Il y a d'autres techniques, et tu parlais de l'anématisation, qui peut se faire avec ou sans intelligence artificielle, qui vont pouvoir définir, enfin, sur la lématisation et le post-tagging, c'est-à-dire l'analyse grammaticale. Là, oui, on peut bâtir là-dessus une analyse de la construction sémantique. Mais je pense que enfin, je n'aurais pas l'immodestie d'expliquer ça devant certaines personnes d'auditoire et certaines personnes qui parleront encore tout à l'heure.